Soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysicWay. Dans cette vidéo, nous allons faire la résolution d'un exercice qui porte sur les ondes mécaniques progressives périodiques du programme de la première année SP Physique-Chimie. L'énoncé. On attache l'extrémité S d'un fil élastique à l'extrémité d'une lame. La lame commence à vibrer à l'instant t égale à 0. Donc si la lame commence à vibrer, S aussi, l'extrémité du fil, va commencer à vibrer. La fréquence des vibrations est F égale à 100 Hz. La figure ci-dessous représente l'aspect du fil à l'instant de date T1 à l'échelle réelle. Première question. Déterminer la longueur d'onde lambda et en déduire la célérité de l'onde. La longueur d'onde, c'est quoi la longueur d'onde? La longueur d'onde, c'est la distance la plus petite entre deux points qui ont le même état vibratoire. Par exemple, le point S et le point B. Ou encore ce point et ce point. Ou encore ce point et ce point. Donc, lambda, c'est la distance entre S et B. La corde, comme vous voyez, présente une périodicité, il y a quelque chose qui se répète. La corde présente une périodicité spatiale. La période, c'est lambda, c'est la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde, c'est la distance entre S et B. Donc là, c'est la longueur d'onde. Si on la mesure, étant donné que le document est à l'échelle réelle, elle est égale à 5 cm. Le deuxième volet de la question est en déduire la célérité de l'onde. On sait que la longueur d'onde, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période. Donc, la longueur d'onde, c'est la célérité de l'onde qu'on va appeler C, si vous voulez, fois la durée T. Je cherche C. On peut la noter C, on peut la noter si vous voulez V. Donc C, c'est lambda sur T. Or, 1 sur T, c'est la fréquence. Donc, la célérité de l'onde, c'est lambda. 1 sur T, c'est F. C'est la fréquence de l'onde. Donc la formule finale, C égale lambda fois F. On passe à l'application numérique. C, la célérité de l'onde. C'est lambda, c'est 5 cm. Il faut la convertir en mètres. C'est 5 10 à la puissance moins 2 fois la fréquence qui est donnée, c'est 10 à la puissance 2. Donc, la célérité de l'onde, c'est 5 mètres seconde moins 1. Deuxième question. Déterminer la valeur de T1, puis représenter l'aspect du fil à l'instant T2 égale 25 millisecondes. Donc commençons d'abord par le premier volet de la question. Déterminer la valeur de T1, c'est-à-dire la valeur de la date de l'instant où a été prise
cette image. La lame a commencé son mouvement à la date t égale à 0. Ça veut dire que S a commencé sa vibration à t égale à 0. Donc l'onde est partie de S à la date t égale à 0. Et nous avons pris cette image, ou cette photo si vous voulez, à la date T1. À la date T1, l'onde a atteint ce point qu'on va noter F1. C'est le front de l'onde à la date T1. Donc, entre la date T égale à 0 et la date T1, l'onde a parcouru la distance SF1. Donc, pendant la durée T1 moins T0, l'onde a parcouru la distance SF1. F1, c'est le front de l'onde à la date T1. Donc, soit F1, le front de l'onde à la date T1. Entre la date T1 et la date T0 égale à 0, l'onde a parcouru la distance SF1. Donc, SF1, la distance parcourue, elle est égale à la célérité de l'onde fois la durée du parcours qui est T1 moins T0. T0 est égal à 0 et on cherche T1. Donc, T1, c'est SF1, la distance entre la source et le front d'onde, sur la célérité de l'onde. SF1, c'est 7,5 cm. C'est une période plus une demi-période, c'est-à-dire une période et demie. 7,5 cm. Donc T1, c'est 7,5. Je convertis en mètres. 10 à la puissance moins 2 divisé par 5. T1 est égal à 1,5, 10 à la puissance moins 2 secondes. Le deuxième volet de la question. Représenter l'aspect du fil à l'instant T2 égale 25 millisecondes. On va appeler F2 le front de l'onde à la date T2. F2, c'est le front de l'onde à la date T2. Pour trouver la position de F2, on va commencer par chercher la distance SF2, c'est-à-dire la distance parcourue par l'onde entre la date T égale à 0 et la date T2. Donc la distance SF2, c'est la célérité de l'onde C fois la durée qui est T2 moins T0. T0 est égal à 0. Donc finalement, SF2, c'est C fois T2. SF2 égale 5 fois 25, 10 moins 3. On a converti les millisecondes en secondes. SF2 égale à 1,25, 10 à la puissance moins 1 mètre. On convertit en centimètres. SF2 égale à 12,5 cm. Donc là, c'est la source S, 12,5 cm. Donc là, on a le front de l'onde à la date T2 qu'on va appeler F2. Les points qui sont après F2 ne sont pas encore atteints par l'onde. Donc ils seront au repos. Donc je vais commencer par représenter le fil après F2.
Voilà. Reste maintenant l'aspect du fil entre S et F2. L'aspect du fil va présenter une périodicité spatiale de période lambda. Donc de là à là, c'est lambda. De là à là, c'est lambda sur 2. Donc ce que je vais faire, je vais diviser le segment SF2 en segment de longueur lambda sur 2, en partant de F2. Parce que je sais que le front de l'onde va rester le même. Lorsque l'onde va avancer, le front de l'onde, ça sera toujours une crête. Une crête de longueur lambda sur 2, suivie d'un creux de longueur lambda sur 2, suivi d'une crête de lambda sur 2. Donc ce que je vais faire, je vais diviser le segment SF2 en petits segments de lambda sur 2. En commençant par F2, bien sûr. Lambda, c'est 5 cm, donc lambda sur 2, c'est 2,5 cm. Premier point, autre point, 2,5, 2,5, et voilà. On a divisé le segment SF2 en petits segments de longueur lambda sur 2. La valeur de l'amplitude de l'onde, c'est ça. C'est la distance entre la position de repos et la position maximale qu'atteint le point. Donc, l'amplitude de l'onde, c'est 1,5 cm. Donc, là, on a une crête, puisqu'on a dit que le front de l'onde ne change pas de forme. Là, c'est une crête. Donc, pour tracer la crête, donc 1,5, 2,5, à peu près ici. Je situe le milieu de chaque segment, à peu près ici. Là, de même. Voilà. Là aussi. À peu près. Là aussi. Et voilà. Donc là, on a 1,5 cm d'amplitude. Donc le point, il est là. Là, de même. Là, de même. Là, c'est un creux. Et là, c'est une crête. Attention, il se peut, pour un instant donné, que là, ça ne soit pas une crête. Mais ce qui est sûr, c'est que le front de l'onde, c'est toujours une crête. Après, je vais représenter l'aspect de la corde. Voilà. Et je continue pour le reste. Et voilà, j'ai l'aspect de la corde à la date T2. On commence toujours par tracer l'aspect de la corde avec un crayon à main levée. Comme ça, si jamais on se trompe, on peut effacer. Et une fois qu'on a tracé l'aspect de la corde avec le crayon, on peut surligner avec le stylo à encre. Question 3. Représentez sur l'aspect du fil le sens du mouvement de B à l'instant T1. On sait que la source, elle a un mouvement de va-et-vient. Il monte et elle descend. Donc B aussi, au cours de son mouvement, il va monter et descendre. Seulement la question qu'on me pose, c'est à cet instant, est-ce que B sera en train de se déplacer vers le haut ou vers le bas? Donc c'est très simple. On a dit que lors de la propagation d'une onde, chaque point imite le point qui le précède. Or, l'onde, il se propage dans ce sens. Donc le point qui est avant B, c'est ce point. C'est cette partie de la corde qui est avant B. Donc B, il va imiter ces points.
Or, ces points, ils sont comment par rapport à B? Ils sont au-dessous du niveau de B. Ça veut dire que B, il va les imiter, donc il va descendre. Donc, à cet instant, à l'instant T1, B aura un mouvement vers le bas, que je pourrais signaler par une flèche orientée vers le bas. Ça veut dire qu'en ce moment-là, B sera en train de se déplacer vers le bas. Pourquoi? Parce qu'il imite le point qui est juste avant et qui est au-dessous de lui. Le point B va imiter le point qui le précède et qui est au-dessous de lui. Donc B se déplace vers le bas. Bien sûr, à l'instant, à la date ta. Question 4. Soit M et N, deux points du fil avec SM égale 7,5 cm et SN égale à 10 cm. Comparez les mouvements de M et de N au mouvement de S et ensuite comparez celui de M avec celui de N. Donc là, il s'agit de comparer l'état vibratoire de deux points qui appartiennent à la courbe. Avant de répondre à la question, remarquons que, par exemple, ce point et ce point, ils sont à leur maximum et ils vont redescendre. Donc, leurs mouvements seront simultanément vers le bas, ensuite vers le haut, etc. Donc, ils vont vibrer de la même façon. On dit que ce point et ce point vibrent en phase. La distance entre les deux, c'est lambda. On peut dire la même chose pour ce point et ce point. La distance entre les deux, c'est 2 lambda. Donc, quand la distance entre deux points est un multiple entier de lambda, les deux points vibrent en phase. Donc, si la distance entre deux points est un multiple entier de lambda, c'est-à-dire la distance s'écrit k fois lambda, avec k appartenant à une étoile, alors M et N vibrent en phase. M et N vibrent en phase si la distance entre eux est un multiple entier de lambda. Maintenant, prenons deux autres points. Prenons ce point et ce point. Ce point, il est à son maximum et il va descendre. Ce point, il est à son minimum et il va monter. Ça veut dire que les deux points, lors de leur mouvement, celui-là, il va descendre, celui-là, il va monter. Ils vont faire, quand l'un sera au maximum, l'autre est au minimum. Quand l'un est au minimum, l'autre est au maximum et ils passent par la position d'équilibre en même temps. On dit qu'ils vibrent en opposition de phase. La distance entre les deux, c'est lambda sur 2. Prenons ce point et ce point. Même chose. Quand celui-là va descendre, celui-là va remonter. La distance entre les deux, c'est lambda sur 2 plus lambda. Donc, c'est 3 lambda sur 2. Donc, quand la distance entre deux points est un multiple impair de lambda sur 2, les deux points vibrent en opposition de phase. Mn est un multiple impair de lambda sur 2, c'est-à-dire lambda sur 2, 3 lambda sur 2, 5 lambda sur 2, 7 lambda sur 2. Or, on sait que tous les nombres impairs s'écrivent sous la forme de k plus 1 avec k entier. Si Mn est égal à lambda sur 2, k est égal à 0. Si Mn est égal à 3 lambda sur 2, k est égal à 1. Si Mn est égal à 5 lambda sur 2, k est égal à 2, etc. Donc, chaque fois qu'on trouve deux points de la corde entre lesquels la distance est un multiple
impair de lambda sur 2, les deux points vibrent en opposition de phase. Alors, M et N vibrent en opposition de phase. Maintenant, ça, on va l'appliquer au point qu'on nous a demandé de comparer. D'abord, on nous a demandé de comparer le mouvement de S avec celui de M, c'est-à-dire l'état vibratoire de S, la source, avec l'état vibratoire d'un point M situé à la distance 7,5 cm. Comparons l'état vibratoire de M à celui de S. Pour cela, l'astuce que je vais faire, pour faciliter la tâche, je vais diviser la distance SM par lambda sur 2. SM divisé par lambda sur 2, c'est SM, c'est 7,5 cm. Lambda, c'est 5 cm, donc c'est 2,5 cm. Donc, SM sur lambda sur 2 est égal à 3. Donc, SM est égal directement, c'est pas la peine de mettre la fraction, égal à 3 fois lambda sur 2. 3, c'est un nombre qui est impair. Donc, c'est sous la forme SM égale 2K plus 1 fois lambda sur 2. Là, K, c'est 1. Donc, S et M vibrent en opposition de phase. S et M vibrent en opposition de phase. Maintenant, on va refaire la même chose pour N et S. On va refaire la même chose. On va diviser la distance SN divisé par lambda sur 2. SN, c'est 10 divisé par 2,5. Donc, Sn sur lambda sur 2 est égal à 4. Donc, Sn est égal à 4 fois lambda sur 2, donc 2 lambda. Sous la forme Sn égale K lambda avec K appartenant à N étoile. Donc, Sn vibre en phase. Maintenant, on me demande de comparer l'état vibratoire de M à celui de N. Pour répondre, là, ce n'est pas la peine de faire des calculs. On aurait pu refaire la même chose avec la distance Mn, diviser la distance Mn par lambda sur 2 et refaire le même raisonnement. Seulement, j'ai déjà des données. Je sais que Sm vibre en opposition des phases et Sn vibre en phase. Donc, N est en phase avec S. Et S est en opposition de phase avec M. Donc, je peux conclure que N est en opposition de phase avec M. N et M vibrent en opposition de phase. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.